Michael Richardson avait été aimé en son temps d'un amour trop grand. Rien de plus. Lol ne pense plus à cet amour, jamais. Il est mort, jusqu'à son odeur d'amour mort. L'homme de T-Beach n'a plus qu'une tâche à accomplir. Toujours la même dans l'univers de Lol. Michael Richardson, chaque après-midi, commence à dévêtir une autre femme que Lol. Et lorsque d'autres seins apparaissent, blancs, sous le fourreau noir, il en reste là, ébloui, un dieu lassé par cette mise à nu, sa tâche unique. Et Lol attend vainement qu'il la reprenne. De son corps infirme de l'autre, elle crie, elle attend en vain, elle crie en vain. Puis un jour, ce corps infirme remue dans le ventre de Dieu. Oui, avant tout, c'était ça. C'était la jouissance. C'était très, très fort. C'était pour toute la vie. Puis on était sans gêne, on était d'une très grande brutalité. Ma mère, elle n'a pas élevé ses enfants. On était devant comme derrière, qu'on était naturel. Ça, je l'accorde à mes frères et à moi. On était comme des animaux nobles, terribles. Vraiment, je peux dire, oui, c'est le mot sauvage qui revient le plus. Donc, il n'avait pas à se gêner devant lui, il ne le faisait pas. Mais ça allait plus loin, ça allait qu'il était jaune aussi. Qu'il était chinois et que nous étions des blancs. On était comme des animaux nobles, terribles. Au lycée, on ne parlait pas. Écoutez, moi, quand je vois des enfants tout à fait heureux, détendus, polis, charmants, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été contourné. Certain naturel, peut-être. Un jeu de la loi, enfin, le jeu de la loi de l'espèce. J'ai remarqué que les parents disent toujours « plus tard, tu verras, plus tard, tu feras ça ». Pourquoi? Ça veut dire que c'est un élevage, l'enfance. Je le dis d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. C'est un dressage. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Seulement, j'ai eu ce paradis de cette mère qui était tout à la fois, quoi. Le malheur, l'amour, l'injustice, l'horreur. C'était plus fort que ma mère elle-même. C'est la seule chose qui était plus forte qu'elle. Peut-être le petit frère était plus fort. Que quand même, je considère que le petit frère est mort de meurtre. Il a été tué par le frère aîné. Je ne peux pas me défaire de ça. J'ai pardonné, mais je ne peux pas me défaire de cette
de cette causalité, si vous voulez. C'est lui qui l'a tué. C'était cette appartenance à la race blanche. Elle était raciste, une mission raciste, comme tous les coloniaux. Ça aurait été pire encore si elle avait appris que sa fille couchait avec un Chinois. Pire que le mariage. C'est pas peu dire, hein, ce que je vous dis là. Ça aurait été pire. Il a éclipsé les autres amours de ma vie. C'est curieux. Sans doute parce qu'il a été sans énoncé, sans déclaration. Il y a quelque chose là d'inépuisable, effectivement. Dans l'émotion aussi, même physique, je dois dire. Même physique. Et à partir de ce livre, j'ai compris combien j'avais désiré mes frères. Surtout le petit. Il y a quelque chose en lui, si vous voulez, qui est du petit frère. Du fait de la race, de cette race jaune qui était inférieure pour nous à la nôtre. De ce fait-là pour lui, et du fait pour mon petit frère qu'il était en retard. Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça. Comme elle m'attaque, si vous voulez, comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux quelquefois. Comment? D'être un écrivain, oui. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie et duquel on ne peut absolument pas s'extraire?
J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est. Écrire, je ne sais pas. Je donnais des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Sartre. Non, pour moi, il n'a pas écrit, il n'a pas su ce que c'était qu'écrire. Il a eu toujours des soucis annexes, des soucis de seconde main. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Toujours puisé dans la société, dans la société, dans une espèce d'environnement de lui. Un environnement politique, littéraire. Ce n'est pas de quelqu'un de qui je dirais, il a écrit. Je n'y penserai même pas. J'ai lu une chose qui m'intéressait, lui, dans Situation. Il parlait de la littérature américaine, sans ça, rien. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui. Donc c'est ce visage, maintenant vous le traitez de dévasté, et vous êtes dur avec vous-même, puisque vous dites « J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. » J'aime bien la phrase, un visage détruit. Vous croyez que vous avez un visage détruit? Oui. Non, parce qu'il est... Enfin, là, j'ai la peau du visage détruite, oui. On vit très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit là-dessus. Parce que vous sortiez de votre cure de désintoxication, probablement. Et que tout de suite après, vous parlez de l'alcool. Celui qui m'a abordé dans le hall de la télévision, c'est le frère de Prévert. Et qui vous a dit? Je vous préfère maintenant. Je vais lire la phrase. Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Il a dit ça dans la télévision. Il est venu en oblique, il est arrivé droit sur moi pour me dire ça. Et je trouvais ça complètement adorable. Bon, ce visage, c'est vous-même qui le dites, a été ravagé par l'alcool. Bon, et... Pas seulement. Pas seulement, par la vie, de toute façon. La vie avec l'amant aussi. Par l'écriture aussi, peut-être. Il est venu après la vie avec l'amant. Yann me dit que c'est l'écriture. L'écriture, oui, bien sûr. L'écriture donne des rides aux écrivains. Hein? Oui. Et aux lecteurs aussi. Bon, l'année dernière, Yann, votre ami Yann Andrea a publié un livre intitulé tout simplement MD, qui est un livre terrible, pathétique, magnifique, dans lequel il raconte votre... au début, c'est votre suicide à l'alcool, et ensuite votre cure de désintoxication, qui est absolument terrifiante. Pourquoi, vous, Marie de Duras, vous vous suicidiez
à l'alcool, au vin rouge. Pourquoi? C'est parce que je suis une alcoolique. Oui, mais pourquoi est-on alcoolique? Existe. Mais pourquoi? Parce que j'ai connu des hommes qui me faisaient boire. J'ai commencé comme ça. Vous savez, on boit parce qu'il n'y a pas, Dieu n'existe pas. Il est remplacé par l'alcool. Il n'y a plus de problème, si vous voulez. C'est certainement... il y a eu quelque chose de... Je sais ce que c'est, mais je ne peux pas en parler. Qui a fait que j'ai commencé à boire toute seule, chez moi. Mais à partir du moment où vous buvez seul chez vous, c'est fini. J'ai fait 3 rechutes. Ce que je viens de subir, c'est épouvantable. C'est comme si on vous mettait de la dynamite dans le corps et que ça n'explose jamais. C'est ce que vous dites à Yann Andrea. Ce qui ne veut pas dire que quand on en sort, ce soit une résurrection. Il y a quelque chose de démoli quand même. Je n'ai pas pensé, c'est possible. Vous sentez qu'il y a une jubilation dans votre écriture, dans le moment? Un bonheur. Un bonheur d'écrire. Je me suis demandé si c'est pas parce que, justement, vous aviez échappé à tout ça, vous reveniez de l'enfer. Vous revenez de l'enfer, écoutez, mais c'est effrayant, ce livre. Mais vous ne le savez pas quand vous êtes comme ça. Vous êtes très bien quand on boit. Les seins qu'elle portait, que le corps portait. Comme pour les offrir à la main, oui. Oui, c'était un amour, un désir qui ne s'est jamais déclaré. Et qui était exténuant, oui. Complètement exténuant. Oui. Les gens qui attendent de l'aide, par exemple, pour écrire, vous savez, qui attendent d'avoir du temps, qui attendent d'avoir du calme, d'une maison calme. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des prétextes. Ils n'ont qu'à écrire partout. On écrit partout. C'est pas des écrivains, je veux dire, c'est ça. Je ne me racontais pas d'histoire là-dessus. Et je ne me raconte pas d'histoire. Je sais que quand on n'écrit pas, eh bien, on n'écrit pas. Alors vous racontez que pendant la guerre, vous avez connu Ramon Fernandez, qui était un collaborateur, et vous dites ceci. Collaborateur, les Fernandez, et moi, 2 ans après la guerre, membre du Parti communiste français. L'équivalence est absolue, définitive, c'est la même chose, la même pitié, le même appel au secours, la même débilité du jugement, la même superstition, disons, qui consiste à croire à la solution politique du problème personnel. C'est mon avis. Je n'avais qu'à savoir. Des tas de choses avaient eu lieu, je n'avais qu'à les connaître. Les procès de 1933, le pacte germano-soviétique, la liquidation de la Pologne. Tout ça avait eu lieu. La trahison de 1936. Collaborateur, c'est pareil. La collaboration offrait comme ça des occasions. Comme la fin de la guerre offrait une occasion de s'inscrire au parti.
Et la montée de violence, si vous voulez, la violence, le meurtre, l'assassinat nazi, offrait à d'autres gens des espèces d'aventures nouvelles, si vous voulez. Ils n'allaient pas jusque-là, les gens que j'ai connus. Mais c'était un nouveau voisinage, une nouvelle Europe, un autre point de vue. C'est une occasion de changer de direction de sa vie, comme une invite à venir se perdre. Il y a une perdition là-dedans. Enfin, c'est comme si vous me disiez maintenant, je ne connais rien de l'Afghanistan. Je ne connais pas la réaction de Marchais et de Juquin, qui ont rigolé, vous savez, à la télévision en parlant, dans la joie, en parlant de la délivrance de l'Afghanistan par les soviétiques. Si vous me disiez tout d'un coup, je ne savais pas, ce jour-là, je n'ai pas regardé la télé. J'ai rien à dire là-dessus, vous savez ces choses-là. Mais je croyais, comme la plupart des gens, que c'était des choses inévitables. Des exactions, des excès inévitables. Mais qu'est-ce que c'était que ces collaborateurs? Ils étaient collaborateurs. Ils étaient collaborateurs, et puis voilà. C'était par intérêt. Ils n'ont jamais fait de mal à une mouche, ces gens-là. Jamais. Moi, j'ai vu des femmes tondues parce qu'elles avaient des Allemands. J'étais autant horrifiée que par ce qui s'est passé pendant la guerre. Autant. Non, je ne peux rien. Voilà, mais mitterrandienne. Pourquoi? Parce que Mitterrand est un bon écrivain? Parce que c'est... Non. Parce que c'est une personne à part entière. Il n'a rien derrière. Il n'a pas l'argent derrière. Et il n'a pas d'idéologie. En tout cas, il la contourne tellement, l'idéologie, que ça ne... C'est son grand art, ça. C'est une sorte de seigneur de la personne. De sa personne, il est seigneurial, je trouve. Il fait des choses très très bien. Des choses définitives. Sur lesquelles on ne reviendra plus jamais. Sur la peine de mort, par exemple. Il a fait un miracle, il a culturisé la crise économique. J'aime pas beaucoup ces néologismes, culturiser, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde réfléchit là-dessus maintenant. On pense à la crise. On ne la subit plus seulement, on y pense. Et ça, c'est Mitterrand. J'ai signé pour des étrangers surtout. Croyez? 15 ans, c'est la honte de la famille, la honte de la société. Non, j'ai trop fait de choses, j'ai trop risqué pour entrer à l'académie. Trop risqué. Alcool aussi.
Simplement, ils sont plus discrets que vous, c'est tout. J'ai eu peur des Allemands, j'ai eu peur de la police allemande. Mais autrement, non. Rien ne me fait peur en France. Si, peut-être, quand même, certains partis politiques. J'avais la peur qu'on a eue pendant 3 ans à Paris, d'être arrêté par la police. D'elle, à 18 ans, c'est étrange, s'ennuyer de sa mère à ce point. Et puis après, j'ai eu des amants. Après les 2 ans passés, parce que je restais 2 ans. Il reste juste l'éblouissement d'aimer, sans doute. Vous savez, vivre, c'est beaucoup taire de choses, beaucoup en ressentir, mais ne pas les dire. C'est aussi affronter une solitude essentielle. Et j'avoue que tout ce qui est resté du non-dit en moi, dès que j'entends de la musique, se montre et je pleure et c'est impossible. Voilà. Je ne peux pas. C'est à ce signe-là que je sais que j'ai quand même vécu beaucoup et que j'ai sans doute manqué de confidence. D'exutoire, vous voyez. C'est à ce signe-là. À l'émotion intenable. Pour moi, c'est la plus haute instance j'allais dire de la pensée. À son stade non formulé. À son stade presque millénaire, archaïque. Dans ces instances, comment dirais-je, la pensée dans ces derniers instants, mêlée à la sensibilité, pas dégagée encore du magma de la sensibilité. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, la musique, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est innocente à en hurler.
Vous savez, je ne comprends pas toujours très bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est un dépeuplement de la vie, quand même. Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être de l'amour de mon enfant. Absente, c'est comme ça, écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Vous savez, c'est ce que je pense. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça, en définitive, le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas. On n'est personne dans la vie vécue, on est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue. Je me souviens d'années entières mortes. Quand j'ai fait l'Olvestein, le vice-consul, des choses comme ça, j'étais absente. Cet état privilégié de n'être pas quelqu'un, c'est-à-dire être positivement personne. C'est quand on écrit qu'on l'atteint, ça. Je le pense tout à fait quant à moi. Je vous dis des choses très intimes. J'en parle dans l'été 80 à propos de Proust, du bal de Cabourg, quand André et Albertine dansaient. Dire qu'il enlevait même la souffrance atroce qu'il vivait de la jalousie abominable. Même cette jalousie était appauvrie par les cris qu'elle allait devenir, dont il savait qu'elle deviendrait un écrit. Dire même ça, même le malheur n'est pas vécu. Il y a quand même eu des périodes, je pense, dans ma vie où je n'ai plus été malade de cette façon. Enfin, malade, dépeuplée comme ça, où j'étais complètement présente. C'est à la fin de la guerre, au moment des camps, de la découverte des camps, au moment où mon mari est revenu des camps, voyez. Au moment de l'enfant, quand j'ai eu mon enfant. Je pense que ça se produira quand je mourrai, encore une fois. Je ne sais pas avec quoi on écrit. Moi, je suis constamment dans la jalousie de ce que j'écris, moi. Je suis jalouse de mes livres.